Bonjour Lynn. Bonjour Brigitte. Lynn, tu es médecin de famille depuis 1996. Pour moi, tu es vraiment une créatrice, une inspiratrice, puis on embrasse ensemble la volonté de créer des nouvelles ouvertures dans nos soins médicaux. Il y a une chose que toi, tu as vraiment pris à cœur, c'est d'avoir cette lucidité, de développer certaines expertises. On parle d'hormonothérapie. Oui. La maladie de Lyme, puis toutes les thérapies en lien avec le cannabis médical, Oui. entre autres. Entre autres. Oui. Si on parlait d'hormonothérapie, ça a été quoi ton premier contact? Bien, en fait, Brigitte, j'aimerais ça revenir au pourquoi. Pourquoi je suis allée dans cette voie-là? C'est une voie de compréhension, en fait. Hein? C'est de dire, de se poser les bonnes questions, puis d'essayer de s'adresser aux causes plutôt qu'aux conséquences et aux symptômes. C'est aussi d'essayer de comprendre les patients dans leur réalité. Donc, on repart de la personne pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui anime tous mes champs d'expertise ou l'évolution de mes champs d'expertise. C'est aussi de permettre d'avancer les connaissances parce que ça bouge très vite actuellement. Hein. Il y a un boom au niveau de la science dans la compréhension de comment ça se passe dans le corps humain. Ça a beaucoup, beaucoup changé depuis que j'ai terminé mon cours de médecine. Et j'accueille cet espace-là dans le temps parce que j'ai eu un parcours éclectique. On en a déjà parlé. J'ai part de la science et après, j'ai fait mon cours de médecine. Et en créant l'environnement dans lequel je travaille, j'ai développé des protocoles justement en m'adressant à la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pour amener les patients aussi à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à leur expliquer, à devenir conscients et connaissants. Mais ça, on en a parlé justement dans le processus de conscientisation, comment c'est important de pouvoir connecter avec sa nature profonde. Puis toi, en tant que médecin, tu t'es dit, moi, je vais prendre un chemin qui va permettre à mes patients, à mes clients de le découvrir et de trouver en eux-mêmes leur propre ressources. Hein? C'est toi-même qui disais, tout le monde peut devenir son propre médecin. Absolument. Savoir, hein? C'est ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Moi, je parle de conscience et connaissance. Alors, quand les gens apprennent à regarder qui ils sont, vont à l'intérieur et qu'on leur enseigne qu'est-ce qui se passe, mais sont en meilleure capacité décisionnelle face à leur santé. Donc, c'est de redonner le pouvoir à l'autre qui doit décider en fonction de ses besoins, en fonction de son environnement. Alors, les champs de pratique que j'ai développés, les hormones, c'est des grands régulateurs de santé. Fait que c'est d'atteindre un équilibre, Brigitte, c'est de viser l'équilibre. Alors, on ne peut pas juste parler d'hormones puis dire on va supplémenter pour traiter des symptômes. Oui, il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Ils veulent aller vers l'hormonothérapie ou rebalancer leurs hormones parce qu'ils sont symptomatiques, mais c'est bien plus que ça. C'est de redonner la possibilité de rester en santé et de prévenir les maladies dans un contexte où on est appelé à vivre beaucoup plus longtemps. Donc, c'est du healthy et du optimal aging, si je peux me permettre l'anglicisme. C'est de l'anti-vieillissement pur et simple, parce qu'on sait très bien que tous les systèmes hormonaux qui vont amener l'homéostasie puis l'équilibre, on va agir à ce moment-là directement sur les besoins cellulaires et les circuits biophysiologiques qui vont permettre à l'individu de vieillir mieux puis de conserver cette vitalité. En fait, c'est la fontaine de jouvence, on pourrait dire. Oui. C'est de conserver la vitalité, c'est aussi de ralentir des processus. Tu sais, quand on avance en âge, naturellement, on a une baisse hormonale. Mais c'est les humains qui ont changé les règles du jeu. En vieillissant ou en avançant en âge ou en vivant plus longtemps, on a des besoins. Il faut rester fonctionnel. Alors, on s'adresse à la fonctionnalité de nos cellules et non un diagnostic, une maladie. On essaye de garder nos cellules en forme, qu'elles travaillent ensemble, les hormones qu'elles travaillent ensemble pour qu'on évite le pire, c'est-à-dire développer des maladies. Puis en même temps, ça évite aussi d'avoir d'autres types de pathologies qui pourraient s'installer. Par exemple, on pourrait parler de l'anxiété, de la dépression. Mais toi, quand tu as décidé de t'investir, là, si on cible l'hormonothérapie, il y a eu un élément déclencheur. Est-ce que tu voyais les limites de comment on établissait, par exemple, le lien avec
des certains symptômes et peut-être aussi les outils pharmacologiques qui existent. Et c'est de dire il y a d'autres choses plus optimales, que ce soit en supplémentation ou des approches, par exemple, dans toutes les possibilités, dans les compounds qu'on peut faire. Oui, bien, c'est du sur-mesure. Oui, c'est du sur-mesure. C'est des approches personnalisées. Alors, c'est pas... Il n'y a pas une façon de faire qui fait à tout le monde. En fait, il faut avoir une approche personnalisée parce qu'il n'y a pas une personne qui répond à une façon de faire. Donc, d'avoir plusieurs possibilités et d'ajuster sur mesure en fonction de la réponse du patient pour qu'il maintienne un équilibre, une santé, c'est la façon de faire. Et ça, c'est l'approche de médecine fonctionnelle. C'est une approche où on considère la personne dans ses besoins, dans son environnement, sa génétique, qu'est-ce qui peut influencer ses gènes, donc l'épigénétique, qui est très, très en lien avec nos habitudes de vie. Alors, on ne le dit pas assez souvent. Alors, on ne peut plus ignorer ces connaissances-là. Puis, en anglais, on parle même de precision medicine, où on va analyser même la génétique. Donc, puis voir, puis on n'est pas prisonnier de notre génétique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour moduler l'expression de nos gènes. Hein? Alors, c'est d'aller au-delà et ne pas rester prisonnier de connaissances ou de, je te dirais, plus de notions limitatrices. Mm-hmm. Et de donner la réalité. C'est ça que tu as découvert. Toi, tu t'es dit, moi, dans ma médecine, dans ma pratique, je ne veux pas rester limitée à tout ce qu'on m'a enseigné et ce qui existe. Tu es allé plus loin. Tu as comme brisé les barrières, mais tu es allé chercher les ressources parce que pour faire ça, il faut prendre d'autres formations, il faut prendre le temps. Puis c'est aussi, il y a un début. Tu sais, j'imagine qu'au début, quand tu rencontrais tes patients ou tes patientes, ça a dû évoluer là, depuis 10 ans. Mais en fait, Brigitte, c'est des fois, on nous impose des façons de faire, puis en dedans, ça dit « non, ça marche pas, ça fait pas de sens ». Alors, ça pique la curiosité d'aller chercher d'autres notions, d'autres outils, réétudier les notions de base, évoluer dans notre apprentissage, dans nos connaissances, et ça aussi, c'est en continuelle évolution. Tu sais, je dis souvent, il faut être prêt à accepter que tout ce que je dis, ce que je fais actuellement, peut-être que dans 10 ans, ça va être l'équivalent que la Terre est plate. Hein? En voulant dire, peut-être que ça va être complètement révolu comme notion. Mais il faut se préparer à ça parce que ça avance très, très vite. Et il y a des niveaux, je te dirais, des niveaux de compréhension qui sont très intéressants aujourd'hui, où la science est en train de démontrer aussi qu'on a bien plus de pouvoir qu'on pense sur notre santé par la pensée, par nos émotions. Fait qu'on ne peut plus ignorer ça. Et puis, il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner. Si on veut redonner le pouvoir aux patients, aux personnes, il faut l'enseigner, leur montrer pour qu'ils cliquent, qu'ils allument, puis qui se regarde. Moi, je parle souvent du laboratoire intérieur. Le meilleur laboratoire au monde, c'est son corps. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. C'est toute la volonté de vouloir enseigner, comme tu l'exprimes, de dire, vous pouvez être maître de votre destin dans la compréhension que votre corps puisse s'exprimer. Mais tu sais, quand on est chercheur dans l'âme, on sait que c'est toujours en mouvement. Exact. Donc, on est avide dans nos connaissances. Tu sais. Puis si on reprend l'épigénétique avec Bruce Lipton, qui l'a tellement bien endossé, qu'il a même décidé de faire son propre chemin parce qu'il ne voulait pas être obligé d'enseigner quelque chose qui était comme révolu pour lui. Je pense qu'à la base, l'environnement, c'est l'écosystème qui palpite chez les gens qui va pouvoir les influencer. Et après ça, avoir un parcours plus en harmonie, dans l'homéostasie. Bien, dans l'équilibre. L'équilibre passe par des médiateurs chimiques, passe par les émotions, passe par la santé. Puis tu me demandais le déclencheur. Bien, le déclencheur, c'est toujours, il faut que je fasse quelque chose. On n'a rien à leur offrir. Les patients arrivent ou les personnes arrivent. La souffrance, le fait qu'on a amené des notions limitantes en disant « Hey, ça marche pas, c'est dangereux. En science, Brigitte, on n'est jamais dans des discours polarisés. On est là pour remettre en question. Il n'y a jamais une seule direction. Il faut que... la science, ça amène le changement. C'est l'évolution. C'est l'évolution. C'est l'évolution des connaissances. Donc, c'est un moteur. C'est un moteur nécessaire si on ne veut pas rester prisonnier de fausses croyances aussi.
qu'on essaye de nous imposer. Oui, c'est pour ça qu'on aime ça se rencontrer, puis d'avoir d'autres personnes avec qui on peut dialoguer puis échanger, parce que des fois, on trouve des solutions, on trouve des meilleurs protocoles, on va trouver des meilleures approches parce que chaque individu va avoir un langage différent sur lequel on peut réussir à avoir un impact précis. Et ça crée aussi une communauté. Ça crée aussi une équipe. Hein? Faut faire équipe avec la personne qu'on soigne. Puis je veux revenir à la notion aussi, c'est pas ce qu'on traite, mais c'est qui on soigne qui est important. Donc, il faut tout repenser à la façon dont on nous a demandé de travailler, puis il faut repartir de la personne, l'entendre, l'écouter, la recevoir. Et ça nous dit quel chemin prendre avec cette personne-là. Et quand on a les connaissances, puis qu'on continue d'avancer, on est mieux équipé pour l'aider et lui montrer à elle devenir son propre médecin ou reprendre le pouvoir sur sa santé. Encore là, je reviens, la conscience et la connaissance, le savoir, c'est le pouvoir. Et aussi, garder son autonomie ou retrouver son autonomie. Ne pas dépendre d'un système ou d'un médecin qui est de moins en moins disponible. Alors, on est capable d'aller chercher des ressources à l'intérieur de soi. Donc, c'est de l'enseigner puis de montrer aux gens que c'est possible. C'est merveilleux parce qu'on assiste à ça. C'est l'éclosion de ça là, en ce moment avec les transformations, les transitions. Et on est appelé à évoluer. Alors, ceux qui ne veulent pas évoluer, ben, je leur souhaite bonne chance. Tu sais, dans les mouvements en santé intégrative, c'est la convergence aussi du travail en multidisciplinarité. Oui. Puis, dans les gens, par exemple, que tu rencontres, que je rencontre, que ce soit ici ou ailleurs, on sait aussi que dans l'amalgame, d'avoir différents professionnels de santé qui vont collaborer réellement ensemble, ça donne aussi une possibilité aux gens d'avoir des références plus fréquentes et de ne pas oublier, parce que nous, on est comme des grands enseignants, des grands éducateurs, des pôles, hein? C'est comme des phares, des pôles, puis il faut que la lumière elle brille tout le temps. Puis dans ce processus de relation qui est établi, ça permet à l'individu de toujours avoir une référence. Oui, que ce soit son médecin, son infirmière, son nutritionniste. Puis... Un sentiment d'appartenance. Oui. Un sentiment d'appartenance. On est des individus, on est des personnes, on n'est pas des numéros. Hein? On n'est pas non plus un diagnostic. On est une personne, on vit des choses. Et on est de plus en plus confronté à cette réalité-là. Mais on a aussi l'occasion de montrer aux gens que c'est possible de retrouver la santé puis d'être son propre médecin. Je reviens à ça parce qu'on nous fait croire que non. On nous fait croire, on est devant souvent des impossibilités. Non, on ne peut plus rien faire. Mais c'est là qui est, j'ose le dire, le mensonge. C'est pas vrai. On peut toujours faire quelque chose. Et on en a des notions, puis c'est extraordinaire. Puis tu sais, mon parcours, mon bagage m'a donné des outils, m'a donné la possibilité de mieux comprendre. Le chemin le moins fréquenté des fois, là, c'est vraiment utile, hein, parce que ça t'amène à développer tes propres façons de faire, à trouver aussi une façon, comment je pourrais dire, l'expérience que j'acquiers à travers les années, puis même si c'est pas facile, ça me fait grandir, ça me fait devenir un meilleur médecin, je dirais pas meilleur médecin, une meilleure personne même. Alors, c'est ça que je veux passer comme message et que c'est accessible pour tout le monde. Celui qui veut bien l'entendre. Ton message est réconfortant. Puis quand on est catalysatrice du changement, hein? On est des grandes oreilles, des grandes antennes pour les ressentir, puis de voir ce que les gens ont besoin. Puis je pense que dans cette implémentation, toi, tu as un rôle à jouer. Hein? Il y a un pôle qui fait en sorte que tu rayonnes dans tout ce que tu es en train de... Merci. Oui, merci. Mais c'est important de le dire. Tu sais... Ce que je veux aussi dire, c'est que attention quand on dit que les choses sont pas bonnes. Tu sais, des fois, on nous dit « Ah, ça, c'est pas bon, ça. » Alors, on met les hormones dans un mauvais rôle, on met d'autres médicaments, d'autres façons de faire en disant qu'il n'y a pas de preuves. Mais
la plus belle preuve que quelque chose marche, c'est quand on l'observe sur le terrain. C'est quand on observe que les gens vont mieux. Donc, on peut se servir, oui, de la science, mais avec l'expérience clinique ou avec l'observation de ce que les gens vivent puis comment ils vont mieux dans ce que tu leur proposes de faire. Puis il y a une évolution là-dedans. Ils participent, puis ils nous ramènent, puis ils apprennent à s'observer, puis ça marche, ça marche pas. Si je fais ça, il est arrivé ça. Il faut leur donner des devoirs. Hey, c'est comme quand moi, j'enseigne la cohérence cardiaque, il y a toujours un petit devoir que le patient doit faire dans la prochaine rencontre. Parce que c'est... Puis là, c'est là qu'on crée vraiment la co-relation dans la co-création pour la co-santé. La co-santé, la collaboration et puis l'évolution vers le positif aussi. Puis il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Puis tu me disais pourquoi les autres champs d'expertise, c'est toute la même raison. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des nouvelles maladies, je dirais pas des maladies, mais des situations, des manifestations dans les humains, que ce soit des phénomènes inflammatoires, que ce soit des nouvelles... l'auto-immunité, qui est tributaire d'un paquet de facteurs, dont ce qu'on a vécu récemment, le stress. On doit s'adresser à ces manifestations-là dans le sens qu'est-ce qui est arrivé, puis comment on peut aider les gens à revenir à la santé, parce que ça affecte la santé. Donc, l'inflammation, c'est le dénominateur commun de la maladie. Je pense qu'on ne peut pas aussi passer sous silence l'importance de l'alimentation puis certains changements, des fois, qui peuvent être apportés. C'est un des piliers de la médecine fonctionnelle. Et tous les médulo-régulateurs qu'on peut aller chercher dans notre environnement qui peuvent avoir un impact tellement positif. Oui. Puis, tu sais, on parle de la maladie de Lyme, mais parlons des infections chroniques qui dorment en nous. Alors, si notre système immunitaire est à terre, si notre système immunitaire ne fonctionne pas bien, bien, il y a des agents infectieux. On est habité par plein de virus, tout ça, qui vont se réveiller et qui vont donner d'autres formes de maladies, de symptômes. Alors, quand on comprend ça, bien, c'est de s'adresser aux causes. C'est encore là, à s'adresser aux causes puis d'essayer de redonner un équilibre pour retrouver la santé, puis d'y aller par étapes en respectant le patient dans ses croyances et le libre choix d'être soigné ou traité comme il veut ou elle veut l'être. Alors, la liberté, le droit de choisir, ça devrait être un droit fondamental qui a été quand même nommé par l'Organisation mondiale de la santé il y a plusieurs années. Et ça doit demeurer. Alors, je veux juste parler de ça aussi, parce que des fois, on est un peu pris dans un contexte qui ne permet pas ça. Mais nos codes de déontologie le disent, le patient doit prendre ses décisions de façon libre et éclairée, mais on a l'impression des fois qu'on est comme pris dans comment on peut désamorcer cette coquille pour justement amener que ce soit vraiment réellement de façon libre et éclairée. Puis tu sais, chaque patient a son rythme aussi, ça tu dois le voir, tu sais, il y en a qui vont... il faut s'adapter. Il faut s'adapter, puis il faut respecter savoir l'autre. Écouter. Oui, il faut savoir écouter, respecter l'autre, le laisser choisir tout en le guidant. On est des guides, on n'est pas là pour décider pour la personne. On est là pour la guider dans le meilleur de nos connaissances. Le devoir du professionnel de la santé comme médecin, moi, je me donne comme devoir d'être à jour dans les connaissances, dans les nouvelles connaissances émergentes, de reviser, oui, la science. Mais la science, c'est quoi la science? La vraie science, Brigitte? C'est une question qu'on pourrait se poser. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Tu te rappelles, on discutait un soir je vais le dire en anglais, « The evidence is the loudest voice ». Tu sais? Yeah. C'est un peu comme ce qu'on observe en empirique avec nos patients qui nous fait dire « Ah, tiens, il y a ce chemin-là que je peux prendre ». Moi, je m'amuse à dire que c'est un living lab. Tu sais, on parle de laboratoire, on parle d'expérience, on parle de base evidence medicine, mais les études, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises. On peut toujours retirer quelque chose de bien en termes de connaissances ou de statistiques ou autres, mais la réalité, c'est celle du terrain. Parce que si on met des données très limitatrices,
ou un contexte limitateur, les conclusions qu'on retire, c'est pour faire dire quelque chose. On veut juste démontrer quelque chose. Mais il y a plein de facteurs qui, dans la vie ou dans l'environnement, peuvent influencer ce résultat-là. Alors moi, j'adore le concept du Living Lab parce qu'on part sur le terrain, on regarde ce qui se passe. La science, c'est observer, observer, observer. Mais je pense alors, tu te mets dans un contexte d'observation qui est bien plus connecté à la réalité. Alors, c'est ça qu'on fait. Et là, on documente, puis là, on va chercher d'autres articles scientifiques, puis là, on regarde, qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis là, on essaye de peaufiner un protocole ou une façon de faire, tout en demandant à la personne, « Hey, comment toi, tu veux être traité? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu vois? » Alors, t'impliques la personne qui est concernée dans la façon de faire. C'est clair qu'on est à l'aube de ça. Puis moi, ça reste que tout est dans l'esprit de synthèse. Puis tu sais, on parlait la voix du milieu aussi, d'accueillir, puis de pouvoir, dans son analyse, de dire, oui, on va faire la part des choses. Puis dans ton Living Lab, que j'adore le terme, parce que ça rejoint autant les études scientifiques que l'aspect observation empirique, on permet que tout puisse émerger. Et aussi, des fois, il y a des choses sur lesquelles on va découvrir sur le moment que ça se passe. Tu sais. C'est ça, c'est extraordinaire. Oui, mais. Alors, ce que je fais, j'essaye de rendre accessible des façons, des nouvelles façons de traiter, des nouvelles façons de soigner les gens, tout en respectant qui ils sont. Donc, quand on parle de cannabis médical, on parle d'une plante adaptogène qui joue sur des mécanismes de régulation, de modulation et qui redonne un équilibre, que ça soit hormonal, neurotransmetteur ou autre. C'est pour ça que je m'intéresse à ça. De joie. Ou de joie. Mais en même temps, on sait que ça travaille partout dans le corps. Et de façon à redonner. On travaille sur un système de régulation. Les hormones, c'est la même chose. Quand on s'adresse à des infections cachées, on traite peut-être la cause qui va ramener une santé immunitaire puis diminuer l'inflammation. Hein? Le lien très serré entre infection, immunité, inflammation, les 3 I, qui est un peu un cercle vicieux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on traite en premier? Et le but est de ramener une santé. OK? Un équilibre là aussi. Donc, c'est toujours le même principe. Puis, on peut faire ça chez les patients aussi qui sont atteints de cancer. Il y a plein de choses maintenant qu'on sait qu'on peut faire. On ne remplace pas les traitements allopathiques. On fait des complémentarités qui amènent de meilleures possibilités de rémission ou de guérison. Parce qu'on est équipé pour s'auto-guérir aussi. Oui. On le sait, ça. OK? Et il y a des approches spécifiques pour ça qu'on connaît toutes les deux et qu'on a des témoignages. Hein? On a des patients respectivement qu'on sait qui ont guéri, par exemple, de cancer métastasique très, très, très avancé. C'est un énorme plaisir, Lynn, de t'avoir reçue. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à l'auditoire? Oh mon Dieu, Brigitte, j'aimerais dire aux gens de rester ouverts à tout ce qui se passe, puis de rester connectés à qui ils sont vraiment. Parce que je souhaite à tout le monde de se redécouvrir qui ils sont, le pouvoir qu'ils ont sur leur santé et de ne pas se laisser influencer par tout le négatif. On peut tellement être bien et heureux dans le moment présent. Donc, ça, pour moi, c'est le message que je veux passer. Et la façon dont j'ai décidé que j'allais le faire en 2025, c'est que je vais faire probablement des petits webinaires, des podcasts où je vais enseigner aux gens à le faire. Donc, je vais avoir probablement sur drlynnedeshotels.com, sur YouTube, je vais avoir certainement des choses à dire et à montrer, puis accueillir aussi des gens, un peu comme tu fais, Brigitte. Des témoignages. Des témoignages. Moi, je veux qu'on entende ce que les gens vivent. Je veux les entendre raconter leur vie, la réalité finalement. Oui. Alors, c'est ça que je souhaite pour 2025, que je me souhaite de continuer ma mission de cette façon-là. Félicitations, Lynn, et merci. Merci, Brigitte, de m'avoir accueillie aujourd'hui.